Donc le sujet, là, on a commencé à en parler complètement au final avec le Brexit, avec les accords internationaux. Ça va être les accords commerciaux et comment les intégrer dans sa stratégie. Pour parler de ce sujet, on a donc Yann Ambar, qui est chef du bureau politique, bureau de la politique tarifaire et commerciale à la Direction générale des douanes. Delphine, qui est au bout, ça y est, elle est là. Neveu, qui est vice-présidente de Global Trade Compliance de MyTower, éditeur. Romuald Horry, qui est responsable douane de l'entreprise NTN Europe. Et Maëva Paccario, qui est responsable douane de Michelin. Et comme ça, on va pouvoir avoir quelque chose de bien interactif. Donc on va commencer par Yann pour parler un peu des accords préférentiels. Alors pour être franc, Yann, c'était un peu une promesse que j'avais faite au précédent ministre que de parler des accords internationaux quand on s'était vu la dernière fois. Il dit, Marc, il faut absolument parler des accords internationaux, on fait un effort tout particulier, on se casse la tête. En plus, c'est totalement d'actualité puisque notre président doit être à Bruxelles pour parler d'accords internationaux en ce moment. Donc j'espère que tu auras plein d'indiscrétions à nous dire sur le sujet Mercosur. Non, je rigole en disant ça parce que je pense que personne à part lui peut savoir quoi que ce soit. Bon, ce qui serait bien, si tu le veux bien, c'est rebrosser peut-être le tableau. Et tu as d'ailleurs un très joli PowerPoint, Alan, que tu peux effectivement activer sur le sujet. Et normalement, il devrait s'afficher aussi sur ton petit écran de contrôle qui est là, à part qu'il n'y a plus sur l'écran de contrôle, mais c'est pas grave. Ça va arriver. Par contre, quand tu veux changer de diapositive, il faut que tu dises diapo suivante, quoi. Voilà, c'est simplement ça. Le micro, il est en face de toi. Yann, merci d'abord d'avoir accepté de participer et de partager ta science. Merci Marc. Bon, la barre est quand même très haut aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Donc Yann Ambar, je suis chef du bureau politique tarifaire et commerciale, donc en charge notamment de l'espèce de la valeur de l'origine, le triptyque douanier que vous connaissez tous, en charge de la propriété intellectuelle aussi, de l'accompagnement des opérateurs en matière de commerce internationaux et d'accords internationaux, et puis également tout ce qui va concerner l'origine non préférentielle, à savoir l'origine France, le made in France, le fabriqué en France. Donc on avait convenu avec Marc de faire à la fois une focale sur les accords commerciaux, comment la douane vous accompagne sur ces questions-là, et ensuite de faire aussi une focale sur le fabriqué en France. C'est un vrai sujet. Le made in. Le made in, effectivement, comment aujourd'hui, en matière de souveraineté économique, le gouvernement, le ministre promeuvent le fabriqué en France, le made in. Donc mes propos s'inscrivent dans la continuité de ceux de Philippe, effectivement, sur l'accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni. C'est un vrai sujet. Je fais juste une petite focale pour commencer. C'est 30 000 entreprises. C'est le premier partenaire commercial de la France en dehors de l'Union européenne, et c'est le rétablissement d'une frontière, ça a été dit, de manière très complète, avec le sujet des batteries, qui est un vrai sujet, puisque c'est une politique européenne qui nous est chargée, nous, administration bercienne, de mettre en œuvre. Donc c'est vrai que mes propos, Philippe, s'inscrivent dans les vôtres. Peut-être sur la slide suivante, j'ai trois points. Vous faire un rapide retour sur les accords commerciaux actuels. Le rôle de l'Union européenne, c'est une vraie politique. La politique commerciale relève de l'Union européenne, n'est pas une compétence nationale, vous le savez. Et vous dire un petit peu quelle est la politique de l'Union sur ces questions-là. Ensuite, je vous parlerai de l'origine préférentielle, sans entrer trop dans les détails, mais ce sont des notions que vous connaissez. Et puis également des outils, je passerai beaucoup plus rapidement pour pouvoir après consacrer une autre partie de mon intervention sur l'origine non préférentielle et le fabriqué en France. N'hésitez surtout pas à poser des questions sur ces sujets-là, bien évidemment. Slide suivante, s'il vous plaît. Même celle d'après.
L'Union européenne, c'est un vaste réseau d'accords commerciaux. Je vais faire un petit peu d'historique. L'Union européenne est la première zone à passer des accords avec les autres États, puisque aujourd'hui nous avons 48 accords. On a 47, mais 48, puisque celui avec la Nouvelle-Zélande vient d'être signé. J'y reviendrai. Donc ça fait que l'Union européenne est le premier partenaire commercial en termes d'accords commerciaux. Bien évidemment, ces accords commerciaux sont négociés avec les règles de l'OMC, mais pourquoi l'Union européenne souhaite passer un nombre d'accords substantiels avec ses partenaires? Tout simplement, je dirais, il faut revenir à quelques années en arrière avec l'échec du cycle de Doha et avec l'impossibilité pour l'OMC d'avoir d'un commun accord la diminution des barrières tarifaires. Donc l'Union européenne, tout en conservant bien évidemment les règles de l'OMC, nous y sommes tous soumis en matière commerciale, eh bien, a souhaité prendre le lead sur ces questions-là, d'où le développement d'accords. Des accords sont souvent très anciens. C'est parfois des accords bilatéraux entre un pays de l'Union européenne, je pense notamment à la France, et certaines zones, je pense aux zones des pays d'Afrique, les accords de Lomé par exemple, dans les années 70. Aujourd'hui, la politique commerciale est une compétence communautaire et donc ce qui explique que l'Union européenne ait repris cette mission il y a désormais une vingtaine d'années avec un développement accru du nombre des accords commerciaux passés. Aujourd'hui, cela concentre 44%, vous le voyez à l'écran, 44% de l'ensemble des échanges commerciaux et on est à près de 2500 milliards d'euros. Donc c'est un avantage, je ne vous dirai pas le contraire aujourd'hui, pour nos entreprises que de pouvoir favoriser ces accords commerciaux. Un petit point de méthode, comment nous travaillons au sein des administrations sur l'élaboration des accords. Eh bien, au niveau français, vous avez une administration leader qui est la Direction générale du Trésor, qui est à Bercy. La douane est une administration partenaire puisqu'elle intervient sur des sujets un petit peu plus techniques, notamment sur à la fois l'élaboration des accords et leur mise en œuvre, leur promotion auprès des acteurs du commerce extérieur. Et puis, vous avez des administrations partenaires. On parle beaucoup du ministère de l'Agriculture aujourd'hui, d'autres administrations comme le ministère de la Transition écologique. Un accord commercial, auparavant, c'était uniquement la suppression progressive des barrières tarifaires, ce qui nous intéresse au premier chef en tant qu'administration douanière. Aujourd'hui, un accord commercial concerne à la fois les sujets de barrières tarifaires, de diminution, voire de suppression des barrières tarifaires, donc des droits de douane, droits y afférents, mais également, vous avez une partie concernant les droits de l'environnement, les droits sociaux, les droits humains. Si on a des questions sur le Mercosur, ce sont des sujets qu'on pourra aborder justement au-delà des sujets agricoles. On a des sujets liés à l'environnement qui font qu'aujourd'hui, les négociations sont bloquées avec le Mercosur. Voilà, c'est un petit peu le cadre général que je souhaitais aborder avec vous. Vous êtes les acteurs économiques que nous accompagnons. Et voilà, un petit peu savoir comment on travaille. Donc au niveau national, les 4 administrations que je vous ai citées, qui portent la position de la France auprès de la DG Commerce, DG Trade, traditionnellement, qui va négocier ces accords-là après avec nos partenaires. La Nouvelle-Zélande, le Chili, le Kenya. Ce sont les trois dernières négociations, enfin plusieurs négociations en cours, je vous reparlerai, on va voir un petit peu comment nous fonctionnons, quel est un petit peu l'écosystème. On s'irrigue bien évidemment des demandes des fédérations d'entreprises, des filières, des entreprises, des grands groupes, mais également des PME et de leurs représentants pour pouvoir avoir une position française qui soit la plus large possible en englobant tous les sujets, à la fois des sujets douaniers, des sujets de barrières tarifaires, donc douaniers, et des sujets, je dirais, d'ordre beaucoup plus large. Donc, pour être clair, ça veut dire que tu animes des comités qui sont sectoriels, entre guillemets, sur lesquels qui te font remonter un certain nombre de choses? Oui. Quand on négocie un accord, on prend la tâche des professions, notamment sur les sujets qui peuvent être impacter l'accord. Je pense au sujet agricole, au sujet industriel. Certaines filières industrielles, notamment, sont très présentes dans les accords. Je pense notamment à la Fédération de la chimie avec laquelle nous travaillons, toutes les fédérations. Et puis ensuite, nous faisons remonter ces questions-là auprès de la Direction générale du Trésor, donc en France, l'administration à Bercy, qui va porter une position globale, la position de la France, auprès des autres États. Après, je dirais, il y a consensus ou absence de consensus entre les 27 États, et puis la Commission européenne portera le sujet et négociera au nom des 27 États avec le futur partenaire. Donc c'est intéressant, ça veut dire que chacun d'entre vous peut, via sa fédération professionnelle, si vous avez des choses à dire sur le sujet, peut-être soit influer, sans remonter des informations, et donc quelque part ne pas être totalement passif et devenir un petit peu acteur de la chose s'il a envie.
Absolument. C'est-à-dire que plus en amont nous avons les retours des entreprises, de leurs fédérations, meilleures seront les conditions de la position de la France sur ces questions-là. Hein. Très bien. Ça, c'est important. Bon, alors, est-ce qu'ils sont appliqués, ces accords, d'abord ? Ils sont appliqués. Ils sont appliqués, ces accords. Ils sont appliqués soit de manière immédiate, soit de manière progressive. C'est-à-dire que quand l'Union européenne passe... Alors, je m'éloigne un peu des slides, mais je réponds à la question. Pas grave. Les accords, quand l'Europe passe un accord avec un État, un pays, eh bien, soit vous avez, en termes de démantèlement des barrières douanières, soit vous avez un démantèlement immédiat et bilatéral, soit vous avez, je dirais, un étalement du démantèlement des barrières tarifaires. L'Union européenne, généralement, va accélérer le démantèlement de ces barrières. Certains États, pour des raisons, je dirais, de protection, pour des raisons aussi de différence des économies entre les économies européennes et les économies des pays en question, auront un délai plus ou moins long de démantèlement de ces barrières tarifaires. Certains produits seront touchés, d'autres ne le seront pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais passer un accord avec tel et tel pays que j'aurai forcément un démantèlement de l'ensemble des produits. Un démantèlement des droits de douane, une suppression ou une diminution des droits de douane pour l'ensemble des produits. Ça peut être sectoriel. Après, un accord portera sur les biens, ce qui nous intéresse, mais portera aussi sur les services. Donc il faudra toujours trouver un juste équilibre dans l'accord pour que les deux parties soient gagnantes. J'arrête de t'embêter. Au contraire. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, l'accord commercial, ça fait économiser à l'exportation, ça fait économiser à l'importation de vos produits. Vous le savez, quand on fait l'État, je demandais hier, par exemple, un bilan du CETA. Et c'est vrai que le CETA, par exemple, l'accord que nous avons passé avec le Canada il y a plusieurs années, est bénéficiaire pour les entreprises. De manière complètement hétérogène, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que l'objectif des accords, donc, c'est d'accroître les échanges avec la zone. Ça, c'est ce que l'on constate. À réaliser des économies. Vous avez les chiffres affichés dans la slide. On est quand même sur des économies tarifaires de près de 3 milliards d'euros. Ce n'est pas neutre, bien évidemment, pour vos trésoreries. On travaille sur vos trésoreries, sur les trésoreries des entreprises. Et on a, par exemple, avec le Royaume-Uni, on a 84% des exportations françaises qui bénéficient, je dirais, de l'absence de droits de douane entre le Royaume-Uni et la France. Je vous parlais du premier partenaire commercial, 30 000 entreprises françaises concernées. Bien évidemment, c'est un sujet qui est très important. Donc là, je vais revenir. Pourquoi 84% pourquoi les accords ne sont pas utilisés de manière optimale par les entreprises? La Direction générale du Trésor a réalisé une enquête à laquelle la douane a largement participé, qui fait état, qui constate que, que les accords commerciaux sont utilisés à 76% pour les entreprises. C'est un beau chiffre, vous me direz. C'est quand même 3/4 des entreprises qui ont vocation à utiliser l'accord, mais néanmoins, si on regarde le verre à moitié vide, on a néanmoins 24% des entreprises qui ne les utilisent pas. Je dirais que ce chiffre est assez hétérogène. 76%, c'est un bon chiffre, c'est un petit peu en dessous de la moyenne européenne. 79%, c'est un peu mieux que certains autres États, notamment l'Allemagne, qui est forcément toujours le pays que l'on regarde, l'Allemagne et l'Italie, les deux pays industriels, avec les 3 pays industriels avec la France. Mais néanmoins, derrière, on a une hétérogénéité de situation. D'où la nécessité de travailler avec vous pour vous faire bénéficier des avantages de ces accords-là. On a une hétérogénéité de situation en fonction des types d'entreprises. On ne travaille pas avec un grand groupe, comme on travaillait avec un secteur de PME. Et les PME sont importatrices, sont exportatrices également. On ne travaille pas également de la même manière en fonction des filières. Je parlais de la filière de la chimie tout à l'heure, la filière de l'aéronautique, de l'automobile. Voilà, ce sont des filières qui sont clairement identifiées. On a d'autres filières et on a besoin de vos retours qui doivent être identifiés afin de mieux faire bénéficier les avantages des accords auprès des entreprises de ces filières-là. En 31 août dernier, le ministre en charge du commerce extérieur, Olivier Becht, a présenté le plan Oser l'export, qui vise à valoriser les entreprises, à l'exportation. C'est le deuxième plan d'action. Un premier plan Oser l'export avait été initié en 2018 suite à ce qu'on appelait le discours de Tourcoing, le discours de Roubaix.
La stratégie de Roubaix, excusez-moi, c'est à côté, mais c'est pas exactement la même chose. La stratégie de Roubaix en 2018 qui visait à porter le nombre des entreprises exportatrices de 125 à 150 000. Kamel évoquait ce matin 144 000 entreprises. C'est ça. Aujourd'hui, on atteint à peu près 150 000 entreprises françaises qui exportent, en tout cas qui ont des échanges commerciaux. L'objectif du plan, c'est de porter en 2030 le nombre d'entreprises de 150 000 à 200 000. Quels sont les objectifs qui nous sont donnés? D'abord, éclaircir dans l'écosystème économique, savoir qui fait quoi. Pour une entreprise, ce n'est pas simple de savoir qui fait quoi et vers qui se tourner. Quand on est à l'exportation, d'abord pour bénéficier d'avantages financiers, d'accompagnement, pour bénéficier d'avantages administratifs, pour bénéficier d'un accompagnement. Donc l'objectif, c'était de pouvoir créer la Team France Export, qui est, je dirais, qui est l'entité qui va porter, qui va accompagner les entreprises à l'exportation. La douane n'est pas une entité reprise dans la Team France Export, mais néanmoins accompagne au niveau central. C'est le rôle de la sous-direction du commerce international et bien évidemment au niveau des concentrés, auprès des directions, par les pôles action économique. Ça, c'est un sujet qui a été réglé, qui aujourd'hui fait ses preuves. L'objectif après, c'est de pouvoir faire, le ministre a parlé de porte-à-porte, revenir vers les entreprises, de cibler les entreprises, de cibler les filières avec lesquelles nous travaillons moins pour leur donner tous les outils pour qu'ils puissent importer les produits dont ils ont besoin pour leur production et bien évidemment exporter leurs produits. Ça, c'est ce qui nous attend, c'est la feuille de route qui nous a été donnée. Nous étions associés, la douane était associée à la présentation du plan Oser Export, puisque ce plan Oser Export dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il n'est pas dans l'escarcelle de Bercy. Et donc, ça a permis aussi d'identifier la douane comme étant un interlocuteur, un acteur privilégié au niveau central, mais surtout au niveau des concentrés, quel que soit le point du territoire. Nous évoquions tout à l'heure Clermont-Ferrand, un pôle action économique à Clermont-Ferrand qui accompagne une région comme la région Aura, nous en parlions, qui est la première région en termes d'emploi industriel, comment on accompagne, comment on vous accompagne, comment on accompagne les entreprises. Ça, c'est un vrai sujet. Oui, sur l'actualité, excuse-moi, je mets du tempo dans ton intervention. Là, il est super. Sur l'actualité des accords, donc on a 3 ou 4 nouveaux accords qui sont dans le pipe, là. Il y en a un qui était avec la Nouvelle-Zélande, je crois que c'est ça qui vient juste d'être signé. Alors, on a plusieurs accords. Pour anticiper la question sur le Mercosur, peut-être. Alors d'abord, on a effectivement, pour répondre à la question de Marc, plusieurs accords en cours. On a l'accord de la Nouvelle-Zélande qui vient d'être signé, qui doit être ratifié par le Parlement européen et par le Parlement de Nouvelle-Zélande. On est à peu près sur un peu moins de 9 milliards d'échanges entre la Nouvelle-Zélande au niveau européen. Entre la Nouvelle-Zélande, c'est pas stratégique, mais il est important cet accord parce qu'il donne une dynamique à des accords futurs. On a un deuxième accord qui concerne le Kenya, notamment sur les produits agricoles, qui est en finalisation, et puis un troisième accord qui est plutôt un renouvellement d'accord qui concerne le Chili, qui est pour nous un accord qui est très important, parce que c'est ce qu'on appelle un accord de deuxième génération. On est passé d'un accord de libre-échange qui ne concernait que les barrières tarifaires à un accord de coopération et d'échange. Avec le Chili, pourquoi? Parce que d'abord, c'est un pays de matières premières. Et vous savez qu'au regard du contexte géopolitique, nous avons besoin, vous avez besoin de pouvoir élargir les provenances de certains des produits qui entrent dans la composition des produits que vous fabriquez. Et le contexte géopolitique nous fait plutôt tourner de l'Est de l'Europe vers certains autres États. On a aussi une industrie, je pense notamment à l'industrie automobile qui est largement implantée au Chili. Donc forcément, c'est un accord qui pour nous est très important. Quelles sont les grandes orientations, justement, pour rebondir sur le Mercosur? L'Union européenne, pendant très longtemps, a travaillé avec d'autres zones économiques. Afrique, Asie du Sud-Est, Mercosur, ALENA. Et aujourd'hui, la tendance est complètement différente. La tendance est plutôt, pour l'Union européenne, de passer des accords avec des pays, séparément, plutôt qu'avec des zones. Pourquoi? D'abord, c'est un souhait de la part des pays en question qui ont souvent des développements, je dirais, hétérogènes par rapport à d'autres États de leur zone économique, de pouvoir s'en démarquer et de pouvoir notamment passer du SPG
à un accord. Donc c'est ce qui explique notamment que l'Union européenne aujourd'hui passe plutôt des accords avec des États plutôt qu'avec des zones géographiques. Sur le Mercosur en particulier, la question n'était pas du tout douanière. La question de l'arrêt des négociations tient surtout à la politique gouvernementale du gouvernement précédent, du gouvernement actuel du Brésil, vis-à-vis de l'environnement. Donc ce qui a bloqué, ce sont certes, il y avait des clauses agricoles, mais il y avait également des clauses environnementales qui sont complètement à décorréler des barrières tarifaires. C'est ça que Emmanuel Macron est venu taper du poing sur la table. Le porteur de l'accord de Paris ne pouvait pas dire autre chose à Bruxelles. Voilà, il y a un sujet environnemental, il y a un sujet aussi produit par rapport aux produits agricoles. Vous connaissez la situation agricole aujourd'hui, européenne, pas forcément française. Donc effectivement, il y a tout cet environnement-là, mais je souhaitais évoquer avec vous vraiment l'environnement européen. L'environnement européen n'est pas forcément apporter une négociation vis-à-vis d'autres zones, mais plutôt de travailler de manière bilatérale avec les États en question. Ça, c'est quelque chose qui est... On a parlé ce matin de la convention PEM. Oui. Tu peux nous refaire un petit topo ? Alors, la convention PEM, c'est une convention, c'était évoqué par Philippe. Effectivement, le Royaume-Uni ne fait pas partie du PEM puisque c'est le pan euro-méditerranée, même si on a une vision extensive, une vision géographique extensive. C'est une convention qui vient d'être renouvelée, qui permet effectivement d'avoir des origines préférentielles avec les États de la zone. C'est assez large, hein, puisque ça englobe également les pays des Balkans, notamment. Et donc, effectivement, c'est une convention qui vient d'être renouvelée récemment après plusieurs années de négociations. Sur les négociations futures, c'est qu'aujourd'hui, on a un développement de négociations, on a la reprise de négociations avec des pays pour lesquels les négociations ont été arrêtées depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années. On a eu une vague de négociations qui se sont interrompues dans les années 2010-2013, qui étaient liées notamment à des contextes politiques un peu différents. Aujourd'hui, on a plusieurs accords qui pointent. Un accord d'abord avec l'Inde, qui est un partenaire à plus d'1 milliard, 100 millions d'habitants, vous le savez. Un accord avec l'Indonésie aussi également, qui est un partenaire commercial de moindre importance que l'Inde, mais qui est que l'Union européenne, la Commission, la DG Commerce, la DG Trade souhaitent aller rapidement sur ces questions-là. Et puis, on a également, celui avec l'Australie a été bloqué, puisque la France et l'Irlande ont bloqué sur les sujets agricoles, ce qui fait que il y avait un contexte géopolitique dépassant largement le cadre douanier qui n'a pas milité en faveur d'un accord avec l'Australie, mais néanmoins, je dirais là, l'accord est bloqué. Donc vous voyez qu'on a certains grands pays qui, de nouveau, frappent à la porte de l'Union européenne pour que les négociations puissent se reprendre. Voilà, c'est un petit peu l'actualité aujourd'hui sur ces accords-là. Je passe beaucoup plus rapidement sur les slides suivantes, sur l'origine non préférentielle. L'origine non préférentielle, je vais y revenir assez rapidement sur le Made in. C'est ni plus ni moins que la nationalité de la marchandise, la nationalité de vos produits, ça vous le savez. Et l'origine préférentielle, ce qu'on appelle l'origine bonus, qui est une origine dont vous pouvez bénéficier quand l'origine du produit, quand le produit est originaire d'un pays avec lequel nous avons des accords commerciaux. Ce qui sera tout le sujet de la conversation qu'on va avoir après. Oui, sur ces questions. Sur ces questions-là. J'avais un autre sujet, peut-être pour rebondir, Philippe, sur ce que vous disiez ce matin par rapport à l'ACC. Philippe évoquait le sujet des batteries. Alors, c'est sans doute pas un produit par hasard. Vous savez que nous avons la construction d'une Europe des batteries. C'est dans le cadre de la politique industrielle, doter l'Union européenne, doter les pays de l'Union européenne d'une autonomie stratégique en matière de production de batteries. Cela nous pose beaucoup de difficultés quant aux règles d'origine pour deux raisons. La première, c'est que nous avons un démantèlement, nous avons une progression des droits de douane au fur et à mesure que l'Union européenne deviendra indépendante. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Ça a été rappelé fort justement ce matin. Ça, c'est le premier sujet. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a une course contre la montre pour pouvoir bénéficier très rapidement d'une autonomie en matière de batterie. Et derrière, nous avons un paradigme en matière d'origine, c'est qu'avec l'inflation et avec, je dirais, le contexte géopolitique, nous avons le coût des matières premières, et vous le savez comme moi, qui a largement augmenté, ce qui influe fortement sur les règles d'origine. Je dirais, c'est du concret.
La question se pose aujourd'hui, c'est une question qui est portée par la DG Trade et la DG Tax Sud, c'est savoir est-ce qu'on réouvrira les négociations avec le Royaume-Uni en matière d'accords de coopération et de commerce. Certains États sont pour, au sein même des États, les administrations peuvent être pour ou contre. Si on ouvre les négociations de nouveau, vous vous souvenez, ça a été dit, le 24 décembre, les négociations se sont terminées. C'est assez compliqué pour les opérateurs et les administrations pour se mettre en ordre de marche le 1er janvier. Voilà, c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est l'évolution des règles d'origine avec le Royaume-Uni. C'est l'évolution dans le temps également des conditions favorables pour le Royaume-Uni. Et c'est la question de la réouverture ou non des négociations sur les accords commerciaux. Sachez que ce sont des sujets qui aujourd'hui irriguent les couloirs de la Commission européenne entre la DG Commerce et la DG Tax Sud, donc taxation et union douanière, dont dépendent les douanes européennes. Voilà, avec deux visions des choses qui ne sont pas forcément concordantes. Il y a un slide qui m'intéressait particulièrement, peut-être sur la preuve de l'origine, oui. Qui est quand même toujours une question qu'on se pose et ensuite qu'on va réévoquer avec nos deux témoignages. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ça? Parce que ça, c'est toujours ce qui va un peu avec du Made in aussi. Oui. Alors, c'est la slide 10. Ça y est. C'est bon. Donc, quelles preuves d'origine fournir ou présenter? Alors, on a des preuves d'origine qui peuvent varier en fonction des accords. Vous le savez, c'est pas forcément simple pour les opérateurs du commerce extérieur. La preuve d'origine, c'est ce qui va permettre en fait aux autorités douanières de pouvoir contrôler que le produit en question bénéficie bien d'une origine préférentielle et donc peut bénéficier des avantages de cette origine préférentielle. Donc elle est à fournir à l'exportation. On a les certificats des EUR1, ça a été évoqué ce matin un petit peu. On a également les attestations, les déclarations. On a également les attestations sur facture. Ça dépend aussi, ça c'est en fonction des types d'accords, d'où la nécessité d'ailleurs pour nous, administration, de pouvoir vous fournir des fiches synthétiques sur les différents accords. Alors on n'a pas eu d'accord depuis l'ACC, on a l'accord sur la Nouvelle-Zélande, nous sommes en train de préparer un corpus de fiches qui sera sur le site de la douane pour vous dire quelles sont les preuves à fournir, quels sont les types de produits concernés, notamment pour la Nouvelle-Zélande. Accord par accord. Accord par accord, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que pour un accord, c'est plusieurs centaines de pages, vous le savez, c'est pas forcément évident pour un opérateur, c'est pas forcément pour un représentant de douane, pour un RDE, de connaître les tenants et les aboutissants, et notamment les preuves d'origine peuvent changer. Donc voilà, c'est pour nous indispensable de vous faciliter la tâche et de faire œuvre de pédagogie sur ces questions-là, de vous fournir une sorte de vadémécum, notamment quand la Nouvelle-Zélande, quand l'accord sur la Nouvelle-Zélande sera ratifié par les deux parlements, ça nous permettra de vous fournir un vadémécum qui vous permette très rapidement d'entrer sur ces sujets d'origine préférentielle. Je vais juste un petit mot sur les renseignements contraignants sur l'origine. Vous savez que c'est un des rescrits, plusieurs points sur le RCO. RCO, c'est un rescrit qui permet de sécuriser l'origine de vos marchandises. Vous le savez, ce que l'on s'est aperçu, c'est qu'après, je dirais, le Brexit et après la mise en œuvre de l'ACC, vous avez déposé beaucoup de RCO, on était à plus de 400. Mais depuis, je dirais, en l'absence sans doute d'accord, le nombre de RCO déposés par les entreprises auprès de l'administration des douanes a chuté et nous sommes à peu près une 30-35 RCO déposés. Nous allons faire une campagne de communication pour vous indiquer les avantages des RCO. On vous compte également sur le futur accord, même si bien évidemment il n'a rien à voir avec la CC, pour que vous puissiez vous familiariser, en tout cas les entreprises puissent se familiariser de nouveau avec les RCO. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet sur les RCO, nous travaillons, sous-directeur du commerce international l'a évoqué ce matin, nous travaillons auprès du cabinet de l'économie, du ministre de l'économie sur les simplifications. Un projet de loi verra le jour au printemps et la question des rescrits fiscaux, rescrits sociaux, mais également rescrits douaniers a été posée pour que les entreprises puissent avoir plus rapidement l'information sur ces rescrits-là. Sachez que dans les évolutions, dans les phases de simplification qui seront inscrites au futur projet de loi qui devrait sortir au printemps prochain, eh bien, la question des rescrits, et notamment des rescrits douaniers, sera abordée. Donc, ce qui veut dire, si je comprends bien, qu'on pourra demander un rescrit plutôt que de faire une demande de RCO ?
Non, c'est la même chose. C'est-à-dire, en fait, l'objectif là du projet là, ça sera de donner une plus grande visibilité à nos rescrits. D'accord. Hein, donc, les RTC, même chose pour les renseignements tarifaires contraignants. Vous savez que renseignement tarifaire contraignant, c'est la base de tout. Hein, la nomenclature, la plaque minéralogique de la marchandise, c'est fondamental puisque c'est elle qui vous permettra aussi de voir quelle est la preuve de l'origine que vous pourrez apporter derrière. Donc c'est vraiment là-bas, c'est vraiment la base. Donc ces deux rescrits sont importants. Je fais une insiste sur le renseignement contraignant sur la valeur. Je sais qu'on en discutait avec certains d'entre vous sur la valeur. C'est un sujet qui est porté par la DG Tax Sud, sur laquelle la France est bien positionnée, puisque sur la valeur, on est l'un des pays leaders. On espère voir un rescrit sur la valeur voir le jour à l'horizon 2026-2027. C'est prévu en 2025, mais avec la réforme du Code des douanes de l'Union, bien évidemment, la DG Tax Sud a toutes ses forces tournées vers la réécriture du code. Ok. Très rapidement, parce qu'on n'a plus que 2 minutes. 2 minutes. Alors, sur l'origine non préférentielle, peut-être sur le Made in. Voilà, s'il te plaît. Alors, sur le fabriqué en France, Made in France, c'est un sujet d'actualité. Donc, depuis 2016, la douane accompagne les entreprises en matière d'information sur le Made in France. Concrètement, quand une entreprise souhaite savoir si son produit est éligible aux règles du marquage, donc fabriqué en France, Made in France, qui n'est pas un marquage obligatoire, sauf pour certains produits, eh bien, elle peut faire appel à la douane pour demander si le produit est éligible ou pas au marquage et si elle peut apposer le marquage Made in France sur ses produits. Donc, pas d'obligation de faire appel à la douane, pas d'obligation de marquage, sauf pour les cosmétiques et les produits agroalimentaires. Sauf que quand on est sur un produit simple, un produit brut, un fruit par exemple, pas trop de difficultés pour connaître l'origine. En revanche, quand on est sur un produit complexe, produit industriel, eh bien, en fonction des entrants, il peut être compliqué de définir l'origine du produit, d'où la nécessité de passer par la douane, puisqu'en fait, on vous délivre une information sur le Made in France au sein du service de l'origine et du Made in France à Clermont-Ferrand, qui délivre également les RCO. Et là, vous avez une information dans un mois, au bout d'un mois, un mois et demi, eh bien, le service vous répond en disant voilà, votre produit est éligible au marquage ou pas. Là, le rôle de la douane est avant tout un rôle d'information. On a un rôle de contrôle également lors du dédouanement des marchandises éventuellement. Et puis surtout, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, elle va contrôler que les produits ayant un marquage Made in France que les produits ayant mis ce marquage sont bien éligibles à ce marquage-là, à cette origine France. Voilà, ça c'est, je dirais, le cadre général. Développe, on a de plus en plus d'entreprises qui font appel au service de la douane pour connaître l'origine de leurs produits. C'est lié ni plus ni moins à l'évolution de nos modes de consommation, avec une accélération qui a été la crise Covid. En tout cas, c'est bien à la mode, ça c'est clair. C'est à la mode. Par contre, on ne confond pas le marquage Made in France avec l'origine préférentielle d'un accord UE-Japon. La particularité du marquage Made in France, c'est qu'il s'appuie sur les règles de l'origine préférentielle, des règles communautaires édictées même par l'OMC, et qui sont, je dirais, des règles qui nous permettent de classer le produit en fonction de son origine. C'est une règle qui est au moins, ce qui est une règle codifiée par le Code des douanes de l'Union. Pas forcément une règle parfaite, on a beaucoup de débats là-dessus. D'où la floraison aussi d'un nombre de labels privés. Je pense à différents labels. Mais en tout cas, voilà, l'administration vous accompagne les entreprises sur ces questions-là. Okay. Dernier point, juste dans le cadre des simplifications également, une réflexion a été engagée auprès du cabinet du ministre de l'économie pour, je dirais, faire un peu de visibilité et de nettoyage, si vous me permettez le mot, parce qu'il existe un nombre très important de labels. Voilà, ça peut être Made in Montreuil, comme Made in 93. Donc la nécessité pour le consommateur de ne pas être trompé, ça c'est la première des choses. La nécessité pour l'entreprise également de disposer d'un marquage qui est une réelle visibilité et la nécessité aussi, je dirais, de faire un petit peu le ménage sur ces labels-là. Donc on travaille sur ces sujets-là. Le marquage Made in France, c'est un vrai plus à l'exportation de vos produits. Aux États-Unis, notamment, le savoir-faire français est reconnu, vous le savez, puisqu'on travaille également avec entreprises du patrimoine vivant sur les savoir-faire français, quels que soient les types d'entreprises. Donc voilà, c'est un vrai plus à l'exportation. Donc venez vers la douane. Merci. Merci Yann. Bon, après tu peux réintervenir un peu quand tu veux, d'ailleurs, parce que quelque part tu pourras apporter aussi des commentaires. Maëva.
T'as vu, tu les as réveillés. Hein. Nickel. Bon, Maëva, bonjour. Alors, Maëva, ce qu'on aimerait, c'est un peu que tu racontes l'histoire et comment toi, ça se passe chez Michelin et comment toi, tu arrives à profiter de ces accords préférentiels. Donc effectivement, pour Michelin, les accords de libre-échange sont effectivement très importants. Pardon, je vais mettre plus près. Donc on en bénéficie, on essaye d'en bénéficier au maximum. Mais c'est vrai que j'insiste, c'est une vraie stratégie. On parlait d'origine bonus et je trouve que c'est une belle expression, ça correspond bien au sujet. Parce que même si on a des équipes dédiées, même si on a une équipe douane en interne, on va vraiment avoir une stratégie pour identifier les accords qui sont les plus intéressants à appliquer là où on peut. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est un petit peu lister les critères qui vont qu'on va y aller ou pas y aller. Le premier critère, c'est en fonction de l'entreprise, c'est le type de produit. Parce que le produit va déterminer la complexité des règles d'origine appliquées. Et donc, une industrie à une autre ne va pas appliquer les mêmes critères, ça sera plus ou moins compliqué. Et c'est vrai que je partage aussi l'avis de déposer soit des RTC si déjà on a un doute sur le classement, parce que finalement, c'est bien la première entrée du classement, ou un RCO. On le fait régulièrement, parce qu'on en a besoin. On a aussi des formations. Il y a le DAS qui est là aussi pour nous aider. Il y a toutes les documentations préparées par la douane. Donc, il faut vraiment... C'est la base de tout, finalement. Mais en fonction du produit, ça va être plus ou moins compliqué. Donc, pour moi, c'est le premier point d'entrée. Le deuxième point d'entrée, ça va être le taux de droit de douane appliqué à l'importation. Aller chercher un bénéfice d'un accord sur des taux qui sont très, très faibles, c'est pas forcément là où on va prioriser. Il y a un avantage suffisant. Il faut qu'il y ait un vrai avantage parce que c'est vraiment un vrai travail, c'est une vraie complexité. Donc, aller chercher un accord sur des produits qui sont plus taxés ou pas taxés, je pense à la Suisse, par exemple. Aujourd'hui, certifié sur la Suisse, les produits industriels, ça n'a plus de sens, puisque le taux est passé à zéro. Donc ça, par exemple, là, on a enlevé la certification d'origine pour éviter de prendre des risques pour rien. Donc ça, et ça va dépendre d'une industrie à l'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette magique. Si on est dans l'industrie automobile, le pneu, le textile, on ne va pas appliquer les mêmes principes. Mais on n'a pas une recherche chez Michelin de se dire on va appliquer 100% des accords. On cherche évidemment à le faire, mais si on ne peut pas, évidemment. Donc toi, tu screenes tous les accords. On regarde tout. On regarde là où tu as un avantage, oui. Vraiment. Après, on regarde aussi les volumes parce que je prends Michelin. On va bien sûr d'abord s'intéresser aux pneus parce que ça va être le plus gros des volumes en valeur. Et puis après, on ira voir la matière première, le semi-fini, parce que là, les volumes sont moins importants et peut-être que les gains seront moins importants. Donc, on fait aussi un screening en termes de valeur et d'importance. Donc, c'est à la fois par rapport aux produits et aussi par rapport au flux. Parce que si je regarde tout de la même façon, le risque, c'est que je me perde et que ça, finalement, je n'arrive pas à l'essentiel. L'autre point aussi important qu'on va regarder, c'est ce que j'appelle la faisabilité opérationnelle. Si dans certains accords, je dois avoir une séparation physique de certains biens, même si certains accords permettent des facilitations, mais si je sais que d'un point de vue physique, je vais devoir changer les process logistiques, je sais que je vais devoir regarder plus attentivement parce que ça a vraiment un impact, pas seulement, on va dire, documentaire et pour l'équipe douane, mais ça va avoir un impact sur toute la chaîne de valeur. Donc là encore, je vais être plus attentive si j'ai un accord qui va nécessiter des transformations, y compris dans le transport, par exemple. C'est plutôt en sourcing fournisseur, donc, sur lequel il va falloir agir, ou ça ne tient pas à ça? Pas forcément. Je prends un exemple. Je sais pas, j'ai un produit que je fabrique à 2 endroits différents. Il y en a un qui a l'accord, l'autre qui l'a pas. Il est stocké au même endroit. Si j'ai pas les capacités à le séparer physiquement, je sais que ça sera trop risqué de certifier une origine préférentielle. Donc, dans ce cas-là, on va préférer de faire le choix de ne pas certifier. Ou alors, il faut qu'on travaille avec le supply chain, se dire, avoir un stockage intermédiaire sur 2 produits qui ont peut-être qui ont des similarités, mais avec des sourcings différents et donc qui ne respectent pas les mêmes critères d'origine, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, on va travailler avec eux pour essayer d'optimiser. Donc, c'est pas seulement l'origine, c'est pas seulement un travail purement documentaire de lecture de texte, c'est vraiment une mise en œuvre opérationnelle. Et donc, c'est important de bien comprendre ce que ça implique pour un opérateur, pour quelqu'un qui est dans le magasin et qui va devoir bien séparer les stocks. Donc, c'est toute cette approche qu'il faut aussi avoir. Et puis, je voulais aussi ajouter la certification de l'origine, parce que finalement, ça peut venir vers la fin, mais pour moi, c'est aussi un point à prendre en compte. Je prends un exemple très concret. Si vous avez une règle d'origine compliquée, vous savez que vous certifiez que certains codes d'articles, mais que sur une facture, j'ai certains produits certifiés et d'autres qui ne le sont pas, ça veut dire que je dois avoir des systèmes d'infos qui permettent de faire ces différenciations. Ça veut dire construire des tables de paramétrage dans un système qui est peut-être un ERP qu'on achète sur le marché qui ne permet pas de le faire. Donc en fait, avant d'aller se lancer vers je vais certifier pour un accord parce que mon client me le demande, il insiste beaucoup,
Oui, mais il faut faire tout ce travail d'analyse, d'abord, on va dire, technique, de réglementation sur le produit, une analyse interne sur le flux pour savoir si ça vaut le coup, une analyse logistique pour se dire est-ce que ça, finalement, d'un point de vue très physique, est-ce que ça a du sens? Et enfin, sur la partie certification, si je construis tout un process d'origine de certification hyper complexe, peut-être hyper... qu'on met du temps à construire, mais que très, très concrètement, la facture ne permet pas de faire cette certification, ou alors en prenant des personnes à la main qui vont, en sortie d'entrepôt, faire des certificats avec le risque d'erreur, il faut peut-être revoir la stratégie. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'avoir toute cette visibilité. Bon, est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça? Alors, c'est justement le point, c'est que c'est super important de calculer les gains et de les partager en interne. Parce que quand il va falloir convaincre son management, la supply chain, les achats, pour expliquer pourquoi c'est important de séparer les stocks et que ça va perturber la chaîne logistique, si je n'ai pas des chiffres à avancer en face pour dire oui, c'est intéressant, il est évident que mon projet n'aboutira pas. Mais oui, en fin de compte, évidemment, c'est intéressant. Évidemment, on certifie dans la majorité des cas et on y arrive. Et mon message, c'est pas de dire n'essayez pas. Au contraire, c'est oui, bien sûr, c'est très intéressant que ce soit pour les flux intra-groupes vers les clients, mais c'est une origine bonus. Donc, il faut mettre en place tous les éléments de la chaîne pour qu'à la fin, on ne prenne pas de risque sans s'en apercevoir. Et chez toi, ça se chiffre en millions d'euros, probablement, même en plusieurs millions d'euros. On n'est pas une petite entreprise. Mais en pourcentage par rapport à avant, après... En fait, pour donner avec les droits de douane, c'est la moitié, en fait. On paierait 2 fois plus si je... Ah oui. Enfin, c'est de cet ordre de grandeur. Ah oui, 1 à 2. Oui. Ah oui, quand même. Oui. Juste sur les accords, on ne parle pas de régime, on parle juste des accords. Oui. Non, ça, effectivement, c'est très important. Ça vaut le coup de se préoccuper 2 minutes. C'est pour ça que c'est important et ces critères-là ne doivent pas décourager, mais au contraire se dire si on fait tout ça, c'est qu'il faut qu'on y aille. Donc, mais d'où l'importance de communiquer sur les chiffres, parce que sans chiffres, c'est difficile. Et parce que... Et on te demande un reporting, toi, là-dessus? Alors, on me le demande pas, mais c'est moi qui le pousse. Donc, en fait, je n'attends pas qu'on me pose la question. Je le mets. Et c'est beaucoup plus facile après, une fois qu'on a fait cette sensibilisation, d'arriver, quand on a un problème, d'expliquer pourquoi c'est important de le traiter. Cool. Romuald. Oui, je veux bien ma petite slide. Voilà, elle va arriver, ta petite slide, elle va s'afficher. Voilà, ça y est. Alors Romuald, peux te présenter peut-être d'abord? Donc Romuald Dory, responsable douane NTN Europe. Nous, on est une société basée sur Annecy qui fabriquons du roulement de manière générale. On a énormément d'import-export. Alors c'est pareil, hein, au même titre que Michelin, alors un peu plus petit, hein, bien sûr, mais ça se chiffre en millions d'euros quand on parle d'origine. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu la stratégie de communication que je fais en interne. Parce que vous savez que la douane est une fonction très transverse dans l'entreprise. L'origine également, je dirais que c'est même un des plus gros piliers quand on parle en interne, puisque d'un côté, on a les achats, les commerciaux, on a des règles douanières qui sont complexes et des gens qui s'y retrouvent pas forcément dedans. Donc, à un moment donné, notre rôle en tant que responsable douane, c'est d'aller vers eux et de leur expliquer ce schéma. Donc c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Moi, je vais bien parler des 2 aspects de l'origine, hein, puisqu'on va parler origine droit commun. Alors c'est comme ça que je l'appelle en interne, parce que si vous dites non préférentiel, préférentiel, vous perdez tout le monde. Ça, c'est direct. Donc on va parler origine droit commun et origine préférentielle, à la fois à l'importation et à l'exportation. Ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, quand on source à l'international, bien sûr, vous avez l'aspect origine préférentielle qui va vous apporter des gains directs puisque vous allez pouvoir casser les droits de douane et la plupart du temps payer 0%. Nous, sur le roulement, on parle de 8%. C'est quand même assez important. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les aspects pays d'origine en tant que tel. Alors, je vous donne, ça c'est un peu une image de notre entreprise, mais on est concerné par ça. Vous achetez de la visserie origine chinoise, en ce moment, vous payez de l'antidumping. Ça peut monter à 86,5%. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que l'aspect origine préférentielle à prendre en considération. Bon, moi je suis sur les aciers, forcément. Quand vous achetez de l'acier, alors au-delà du MACF, vous avez aussi le terme technique, c'est des contingents tarifaires non préférentiels. En interne, je parle de quotas parce que sinon les gens ils décrochent, ça ne marche pas. Mais si vous dépassez le contingent, vous payez 25% de droits de douane. Donc ça veut dire qu'il faut quand même se poser la question en termes d'origine, du coup pas origine préférentielle. Pays d'origine.
Origine US, je le mets. Alors ça va un petit peu mieux, mais il y a 3 ans en arrière, il y a eu une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe, qui avait abouti à une taxation des Harley-Davidson, par exemple, à l'importation en UE. Mais il y avait aussi une surtaxation de l'acier US. C'est-à-dire que les contingents étaient insuffisants, donc on payait 25%, et pour que ce soit la double peine, on vous rajoutait 25% de guerre commerciale. Donc vous vous retrouviez avec des aciers où vous aviez à payer 50% de droits de douane, à cause d'un pays d'origine. Voilà. Et le MACF qui est en train d'arriver, qui va avoir des effets... Allez, encore une couche. Histoire d'en rajouter un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est un peu les messages que je passe en interne dans l'entreprise, notamment à mes acheteurs, de dire attention, il ne faut pas aller chercher que du prix. Il faut quand même se poser la question sur les 2 aspects de l'origine, parce que parfois on a des mauvaises surprises. Hein, l'anti-dumping qui est tombé à peu près en 2021, on l'avait vu venir. C'est pas simple de changer de sourcing et on se retrouve à payer des droits anti-dumping parce qu'on a du mal à changer de fournisseur dans certains cas. Donc ça a des coûts pour l'entreprise. Sourcing européen, il faut aussi se méfier. C'est pas parce qu'on achète en Allemagne que c'est origine préférentielle Allemagne. On se retrouve avec des produits chinois et quand on les revend, ça peut avoir des impacts sur nos clients. Nous, on est fabricants, donc aussi ce que j'essaie de passer comme message en interne, c'est de dire, attention, quand on a des projets de nouveaux produits où on commence à chercher des composants et à se poser la question de quelles sont les opérations qu'on va réaliser dans nos usines, quand on commence à avoir tous nos composants qui sont achetés en Asie, parfois ça ne donne pas une origine française. Voilà. Donc il faut s'assurer qu'on effectue des opérations suffisantes, à la fois en termes d'origine non préférentielle, et on va faire également les calculs d'origine préférentielle en fonction des zones d'accord à qui on veut vendre ces produits-là. Donc après, c'est pour ça qu'on va parler d'un logiciel métier, hein, par exemple. Mais... Oui, parce que là, à mon avis, sauf si tu es hyper fort en macro Excel, c'est injouable. Alors, on a essayé Excel, ça marche bien, mais ça a ses limites. Donc à un moment donné, l'idée, c'est de coder ça en dur dans un outil. Trop difficile, autrement. Voilà, donc on voit que c'est très transverse. Et après, les ventes, donc ces produits-là, une fois qu'on a fait... donc on a sourcé, donc on a payé ou on a gagné des sous, ça dépend comment on a travaillé le sujet. Après, on fabrique nos roulements et on fait un calcul d'origine. Et après, l'idée, c'est bien sûr de vendre ces produits à un maximum de pays, puisque nous, on vend à peu près à tous les pays du monde. Et là, pareil, on tombe sur des clients. L'importance de l'aspect origine préférentielle va dépendre du pays à qui vous vendez et du taux de droit de douane qui est applicable. Avant GEFTA, GEFTA c'est l'accord avec le Japon, si vous vendiez au Japon, vous n'aviez pas trop de problèmes parce que les droits de douane n'étaient pas très élevés là-bas. Alors qu'à l'époque, en Russie, quand vous vendiez des articles d'origine chinoise, vous aviez un anti-dumping de 40%. Donc vous voyez que tout l'aspect origine peut avoir son importance. Ça va dépendre à qui on vend, quel pays, quelles sont les règles locales, est-ce qu'il y a un accord préférentiel ou pas, et il y a bien à se poser la question des 2 notions d'origine, même pour nos ventes. Voilà. Et même quand on va à des clients basés en Europe, faut quand même se poser la question, parce que si ces sociétés réexportent, elles vont nous demander des déclarations à long terme pour justifier de l'origine préférentielle de nos produits. Et on peut louper des ventes si on ne se préoccupe pas de tout ça. Voilà. Est-ce que tu fabriques des produits spécifiquement pour répondre à des conditions On commence à y aller. Moi, ça fait 3 ans que je suis en poste. J'ai axé énormément ma communication sur le domaine de l'origine, parce que c'est mon sujet. Là, on commence à pouvoir se mettre en capacité de proposer 2 produits différents. Dans certains cas, hein, c'est quand même compliqué à mettre en place. Ou si on vend le produit en Europe, en fait, la notion d'origine, c'est pas très grave dans nos industries automobiles. Par contre, si vous le revendez à l'exportation, vous devez arriver à obtenir une origine préférentielle, surtout par exemple vers le Royaume-Uni. Un Royaume-Uni, si vous vendez à des constructeurs auto des roulements sans origine préférentielle, c'est 7% à payer là-bas. Et ils vont vous dire, tu vas les payer en fait. C'est pas, ça marche comme ça. Tu me fais un rabais, tu me fais un rabais et puis voilà. Donc non, c'est pour ça. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que vraiment, dans les entreprises, il faut le prendre à tous les niveaux parce qu'on sous-estime, on peut avoir tendance à sous-estimer les impacts de tout ça. Voilà, c'est bon. Eh ben dis donc, c'est sacré mal de tête là. Pas facile l'origine. Pas facile. Bon, comment on simplifie ça, Madame Delphine? Sors-moi ta baguette magique, s'il te plaît, pour histoire qu'on comprenne comment on fait. Parce que là, quand je vois le tableau à multiples entrées de Romuald,
Hein, mais moi, je vais simplifier tout ça. Moi. Ah ouais. Allez, vas-y. Bonjour, Delphine Neveu. Je travaille chez MyTower. MyTower est un éditeur de logiciels métiers dans la gestion du transport, mais pas que. Également la gestion de la conformité du contrôle, de la conformité du commerce international. Donc, on a des solutions qui automatisent le classement des marchandises, la détermination, le calcul de l'origine, la gestion de la donnée déclarative, le screening à l'export control. Donc toute la palette de solutions pour gérer la conformité du contrôle du commerce international. Mais en ce qui concerne l'origine, qui est notre solution phare, qui vient aider les chargeurs à gérer cette complexité en commerce international. Ce que je vous ai préparé, c'est 4 enjeux, 4 défis pour l'entreprise et les solutions technologiques qu'apportent les éditeurs de logiciels sur ces défis en entreprise dans la gestion de l'origine. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, juste un résumé des 4 enjeux économiques et stratégiques présentés par Maëva Michelin et Romuald NTN. Les gains, droits de douane, levier de compétitivité, stratégie tarifaire et commerciale, stratégie d'approvisionnement et d'implantation. Je ne vais pas faire un remake de ce qu'ils vous ont expliqué, mais je peux vous assurer que l'origine, c'est un levier d'efficience pour une entreprise, d'accès au marché et de compétitivité. Les défis de la gestion de l'origine en entreprise, 4. Complexité des règles d'origine, le nombre d'accords, le nombre de règles d'origine, c'est très complexe. Si vous n'avez pas les compétences et les ressources douanes en interne, eh bien, bonne chance. Vous n'allez pas demander à votre RDE de vous faire le calcul de l'origine de tout votre base produit. Si vous n'avez pas les compétences et les ressources technologiques non plus, Excel a ses limites. Et Excel est notre concurrent principal jusqu'à une certaine taille d'entreprise. Mais au-delà d'une certaine taille d'entreprise, la masse data, elle est juste exponentielle. 3e défi pour l'entreprise, c'est d'avoir accès à des informations confidentielles. Quand bien même vous travaillez dans la même entreprise, on va vous dire, voilà, vous êtes au service douane, quoi? Vous voulez accès à mes recettes agrégées et au coût de mes recettes et de mes composants? No way, je ne vais pas vous donner accès à cette donnée. Donc il y a une sensibilité de l'information. Chez Michelin, à mon avis, hein, tu ne peux pas savoir la Mais pas que Michelin, hein. pas que Michelin, c'est vos recettes Perlimpinpin. On n'ouvre pas la recette Perlimpinpin à tout le monde au sein de l'entreprise. Je disais ça parce qu'il avait l'air dit au bout. Donc il faut une certaine maturité au sein de l'entreprise pour qu'on donne accès à cette info, même en interne. Et puis il y a la qualité de la donnée, hein, les coûts des composants, la valeur, etc. Parce que le système, il est là pour vous faciliter le calcul, agréger les données, mais enfin, si la donnée, elle n'est pas de qualité... Donc ça, c'est un autre défi. Et le dernier, c'est la lourdeur administrative de la conformité, la traçabilité des justificatifs, les preuves d'origine, à aller collecter, agréger, vérifier, etc. Donc ça, ce sont les 4 défis de la gestion de l'origine en entreprise. Et... solution astucieuse, nous avons des logiciels métiers. Et je peux vous assurer que les logiciels métiers sur la gestion de l'origine résout ces défis-là. Ouais. Comment c'est... Slide suivante. Next, please. Merci. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quelles sont les fonctionnalités clés d'un logiciel métier en origine, dans la gestion de l'origine? La première, c'est qu'on automatise la veille réglementaire. Hein. Tous les accords de libre-échange, les règles d'origine, quelles qu'elles soient, vous êtes client, vous n'avez pas les moyens, vous contactez un éditeur de logiciel métier, vous lui dites exactement quels sont vos flux, quels sont les accords concernés ou ceux que vous voulez avoir, et le logiciel va faire une veille juridique automatisée. On va intégrer également ces données dans l'ERP. La deuxième solution technologique, c'est que la plateforme collaborative va permettre de automatiser, par exemple, les campagnes de sollicitation fournisseurs que vous faites aussi fréquemment que vous le souhaitez, au minimum une fois par an. Vous allez centraliser la collecte des données, vous allez centraliser l'archivage de ces justificatifs. Et ça, c'est une épine dans le pied pour beaucoup d'entreprises. Souvent, c'est même pas la douane qui s'occupe des campagnes de sollicitation fournisseurs, c'est au service achat, parce que c'est le
service achat qui a la relation privilégiée avec les fournisseurs. Et les acheteurs vont aller même demander d'autres informations douanières. Pensez à MACF, pensez au Mineral Conflict, pensez Supply Chain Night. Enfin, il y a tellement d'informations qu'on essaye maintenant de collecter des fournisseurs. Et si vous n'avez pas une plateforme collaborative pour aller chercher l'information, c'est complexe. D'accord ? Troisième fonctionnalité dans un logiciel métier sur la gestion de l'origine, c'est le calcul automatisé de l'origine préférentielle et non préférentielle. Et là, vous pouvez même avoir des simulations, donner des pourcentages en disant s'il me manque une déclaration fournisseur, considère le composant comme non originaire pour avoir un calcul le plus fiable possible sur le statut de l'origine préférentielle. En cas d'audit, que vous puissiez avoir une piste d'audit fiable et prouver à l'administration que vous êtes un chargeur responsable et que vous n'essayez pas de profiter des facilités fiscales. Voilà. Et la quatrième fonctionnalité d'un logiciel métier dans la gestion de l'origine, eh bien, c'est l'archivage centralisé et sécurisé de tous vos justificatifs de l'origine. Demain, vous êtes confronté à un audit douanier sur l'origine. Mince, Bertha est partie. Ils sont où mes justificatifs ? C'est dans l'outil. Et vous avez une piste d'audit fiable sur tous vos justificatifs. Donc, entreprise, je vous invite à non pas nous inviter à un appel d'offres, mais à calculer l'enjeu économique pour votre entreprise et s'il en vaut la chandelle, eh bien, de considérer l'automatisation de la gestion de l'origine. On te fait un chèque où ? Pardon ? Le retour sur investissement, il est exponentiel. Enfin, je veux dire, c'est là où vous devez faire votre calcul. Cette slide est assez chargée. On l'a composée ensemble avec NTN, qui est notre client, qui a déployé, qui a automatisé la gestion de l'origine. Je vais t'en laisser parler parce que. Prochaine slide. Oui, elle est affichée. Tiens. Oula. Ouais, alors là, non, mais je vais pas tout lire. Rassurez-vous. Comment ? Je vais traduire. L'idée, c'était simplement de vous montrer en quelques mots. On va essayer. En fait, comment on utilise un logiciel métier quand on a des milliers de références articles et puis des baumes, enfin des compositions dans tous les sens, des fournisseurs de partout. Et la solution, c'est d'automatiser et d'interfacer nos outils. Donc, ce que je voulais juste vous montrer, c'est qu'on a d'un côté, à gauche et à droite, deux ERP. Donc, SAP est connu, NFP, c'est plutôt un logiciel maison qu'on a dans notre entreprise. Chacun gère sa partie, notamment les compositions des produits qu'on fabrique, soit dans nos usines, soit sur une partie un peu particulière de reboîtage de kits. L'idée, c'est qu'on a toutes les informations dans ces outils, on les interface vers GTM module origine. Le système va être en capacité d'aller faire une segmentation de tout ce qu'il reçoit, toute l'information, en transposant ça en les produits finis, les composants intermédiaires, les produits, ce qu'on appelle des raw materials que vous achetez en direct à vos fournisseurs. À un moment donné, on va aussi travailler la classification de tout ça, puisque quand on parle d'origine, c'est indissociable de la notion de code douanier, puisque c'est un peu ce qui définit les règles. Et dans certains calculs d'origine, vous avez besoin d'un changement de code douanier pour obtenir le pays d'origine voulu. À côté de ça, on a des fournisseurs qu'on identifie par rapport aux produits qu'on leur achète. Donc, tout ça est interfacé. GTM nous permet d'intégrer les preuves d'origine des fournisseurs sur les composants ou des produits qu'on achète. À un moment donné, le système met tout ça en lien et on fait un calcul d'origine. Pour faire un calcul d'origine, il y a quand même besoin de beaucoup d'informations. C'est quel est mon produit fini, quel est son code douanier, quel est son lieu de dernière transformation pour aller vérifier si la transformation est substantielle. Quels sont les composants ? Sur chaque composant, il faut un pays d'origine, un statut d'origine préférentiel, un prix d'achat, un code douanier. C'est quand même assez important, surtout quand on parle de milliers de références articles. Et vous allez faire un calcul d'origine. Déjà, quel est mon pays d'origine ? Est-ce que j'ai bien une origine française quand mon usine est localisée en France ? Et après, vous avez 48 accords préférentiels. C'est ça ? Avec potentiellement des règles de calcul différentes sur votre produit en fonction des zones à qui vous vendez le produit. On le voit bien, entre la zone Pan-Euromède et le Royaume-Uni, c'est pas le même calcul, d'une manière générale. Donc vous avez autant de calculs d'origine à faire qu'il y a de zones d'accord préférentielles. Et
à un moment donné, une fois que le calcul est fait sur toutes ces zones, comment on fait pour donner l'information à nos clients? Nous, on réinterface la donnée vers SAP, où on a une base de données. Comme ça permet d'indiquer sur les factures à nos clients le statut d'origine préférentielle des produits issus du calcul dans l'outil métier. Voilà. Je ne peux pas faire plus simple. Donc, un partenariat gagnant-gagnant. Passionnant. Hein. Qui fait des calculs aussi évolués que Maëva ou que Romuald? Non, je parlais en entreprise. Non, il n'y en a pas qui ici? Et alors, c'est les mêmes gains? Parce que là, on parle de quoi? De moitié de 8%? Après, comme Michelin, en fait, à l'importation... Ton micro, s'il te plaît. À l'importation, accords préférentiels et régimes particuliers nous permettent de diviser par 2 la note de droit de douane. Voilà. Waouh. Et quand on parle de nos clients basés un peu partout dans le monde entier, on s'est amusé à faire le calcul de ce qu'ils paieraient si on ne s'intéressait pas aux notions d'origine préférentielle. Et pareil, on parle de plusieurs millions. Donc on peut aller chercher des marchés grâce à ça, notamment en Afrique du Nord où les droits de douane sont très élevés. Pour citer l'exemple du roulement, vous avez, par exemple au Maroc, vous risquez de payer 30%, enfin votre client peut payer jusqu'à 30% de droits de douane s'il n'y a pas une origine préférentielle européenne. En gros, il arrête de vous acheter, en fait, si vous ne l'avez pas. Donc, il faut se poser ces questions en termes de stratégie commerciale. Ouais. Et alors, Donc, je pose une question bête. Contrôle. Qui contrôle vraiment? Parce que vous, à chaque fois, vous allez ressortir tout le dossier? Ou est-ce que... La douane contrôle, oui. Juste, j'abonde vraiment ce que vous disiez, Romuald. Oui, ça fait économiser. C'est vrai que c'est pas simple. Et c'est vrai que la vision globale que vous avez de l'origine, pour moi, elle est essentielle. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a l'origine positive parce que je vais bénéficier des accords suite à l'origine préférentielle. Il y a aussi l'origine que j'appellerais un peu plus ennuyeuse quand il y a des DAD, des droits anti-dumping, des droits compensateurs qui arrivent. Hein. Ça, effectivement, c'est la partie que vous avez évoquée, elle est fondamentale. Je rebondissais également sur ce que vous avez dit, Maëva. Hein. Parfois, il n'est pas forcément nécessaire d'enclencher la grosse artillerie pour bénéficier des accords quand effectivement on peut s'en passer. Et parfois, il est... Oui, quand il y a un tout petit volume. Ce qui peut expliquer aussi qu'on a 20% des entreprises qui n'utilisent pas forcément les avantages d'accords commerciaux, c'est qu'à côté, soit on a des droits nuls, bien évidemment, soit on a d'autres manières de pouvoir bénéficier de réductions, voire de suspension de droits de douane. Je pense notamment aux suspensions aux contingents tarifaires. On ne les a pas évoqués, mais c'est aussi contingent suspension tarifaire, ça fait économiser 120 millions d'euros à chaque round de négociation. On a 2 rounds de négociation par an, hein, à quelles participent mes équipes à Bruxelles. Et à la fois, on vous protège quand vous avez, pour d'éventuelles concurrences déloyales que vous pourriez avoir en suspension au contingent de produits que vous-même vous fabriquez sur le territoire de l'Union. Ça, c'est une première des choses. Et puis deuxièmement, bien évidemment, on vous accompagne quand vous avez besoin d'importer des produits en suspension et contingent parce que ces produits-là sont fabriqués nulle part en Europe. Donc, cumulé sur la partie positive de l'origine, entre guillemets, accord, suspension, contingent, c'est quelque chose qui est très importante parce qu'on touche véritablement à la trésorerie. Et pour la deuxième partie, pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, après, vérifier l'origine des produits, notamment quand ces produits-là sont frappés de droits anti-dumping. Vous évoquiez les difficultés transatlantiques en matière d'acier, en matière d'aéronautique. Ce n'est pas, malheureusement, c'est peut-être pas terminé. On verra quelles seront les prochaines échéances électorales aux États-Unis. Mais derrière, on est là aussi pour vous accompagner, pour que vous trouviez d'autres sources d'approvisionnement. Je prenais le cas du Chili tout à l'heure. Le Chili, pour nous, est important parce que, au regard du contexte géopolitique, on a certains flux en provenance de pays en guerre dans l'est de l'Europe qui se sont interrompus, soit du fait des embargos décidés par l'Union européenne vis-à-vis de la Russie et de la Biélorussie, soit parce que le pays en question, je pense notamment à l'Ukraine, était dans l'incapacité de fournir les industries. Donc l'avantage aussi des accords commerciaux, c'est de vous faire bénéficier d'autres flux. Si je prends le cas des engrais, par exemple, qui est un sujet prégnant aujourd'hui, c'est la possibilité de dire, voilà, vous avez ce flux-là, vous avez un flux qui s'est tari pour des raisons, je dirais, de géopolitique, on a d'autres flux à vous proposer. C'est également ça. On a, au-delà même de la notion de trésorerie, on a aussi cette notion de produit. Et n'hésitez pas à venir vers nous pour dire, voilà, j'ai un problème d'approvisionnement parce que la source est tarie pour une raison X ou Y, soit pour des raisons de droit anti-dumping, soit pour des raisons, malheureusement, géopolitiques.
quels sont les flux que je pourrais avoir justement pour pallier l'absence de mes flux traditionnels. Petite question à tous les deux. Qui fait la veille réglementaire? Parce qu'en fait, ça évolue tout le temps, c'est d'accord? Enfin, il y a tout le temps des trucs nouveaux, non? Alors, comme disait tout à l'heure Delphine, il y a le logiciel qui l'a fait, mais on adhère également à des associations métiers, pour ne pas les citer, parce qu'elles sont là, à UTF et Audace, qui nous permettent d'avoir de la veille réglementaire, oui, bien sûr. Ouais, parce que sans ça, faire ça tout seul... Un peu compliqué. Et après, dans l'entreprise, on se force à faire un travail qui n'est pas forcément obligatoire, mais à minima, une fois par an, on balaye l'ensemble des accords pour voir s'il y a eu des évolutions à prendre en considération, pour être sûr de ne pas passer à côté. Et en tant qu'éditeur de logiciels, on offre cette prestation. Donc très professionnel. Oui, mise à jour en temps réel des accords et des règles d'origine. Merci. Et ben, franchement, c'était sympa. Enfin, moi, j'étais très content que vous fassiez ça parce que ça me permet de savoir comment j'ai récupéré 4% de marge. Donc, j'exagère, mais c'est quand même pas si loin. Merci à vous tous d'avoir été aussi clairs.